dans chacune des 22 régions métropolitaines et une chambre par région outre-mer. Suite à différentes réorganisations et notamment à la réorganisation des régions, à partir de 2016, on n'a plus en métropole que 13 chambres régionales des comptes, dont une à Bordeaux, qui couvre l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire les ex-régions d'Aquitaine, du Limousin et de Poitou-Charentes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les chambres régionales des comptes sont des juridictions composées pour, on va dire, un gros tiers de magistrats, le même nombre ou un peu plus de vérificateurs, et puis on a un plus petit nombre de personnel de soutien. Donc, chaque juridiction est indépendante, l'une de l'autre, même si les chambres régionales des comptes travaillent assez étroitement entre elles et travaillent aussi assez étroitement avec la Cour des comptes pour définir des thèmes de contrôle ou nationaux ou régionaux. Donc, les missions d'une chambre régionale des comptes, elles sont au nombre de 4, même si on va dire qu'il y en a 3 qui nous occupent plus particulièrement. Donc, la première, celle qui est la plus connue, c'est le contrôle des comptes et de la gestion. Et c'est, on va dire, dans ce cadre-là que vous aurez, si on peut le dire, le plus de chances ou la probabilité la plus élevée de voir la chambre s'intéresser à la gestion de votre commune. Donc, le contrôle des comptes et de la gestion est défini par le Code des juridictions financières, comme c'est indiqué sur la diapo. On est amené dans ces cas-là à examiner la régularité des actes de gestion et ensuite l'économie des moyens mis en œuvre et les résultats obtenus par rapport aux objectifs définis par l'Assemblée délibérante. Et la Chambre ne peut pas porter d'appréciation sur l'opportunité des objectifs qui ont été définis par l'Assemblée. Donc voilà. Il me semble, c'est ça. Donc Déjà, ça, tu as le son qui éteint, là, donc c'est sûr que tu n'oses pas d'avoir le son, là, regarde. La croix, ça veut dire que c'est éteint. Ah, je croyais que c'était ça. Excusez-nous. Oui, c'est bon. Merci de couper votre micro, si c'est possible. Donc c'est la mission qui nous occupe le plus. La Chambre programme entre 80 et 100 contrôles de ce style par an. Deuxième mission, et c'est d'ailleurs pour ça que les chambres ont été créées, c'est le contrôle des actes budgétaires. Donc, avec l'instauration de la décentralisation et la suppression de la tutelle préfectorale, a été mis en place le contrôle de légalité, que vous connaissez, et une mission de conseil dans des cas très particuliers. Si une collectivité n'a pas voté son budget ou son compte financier, ou si elle a approuvé un budget ou un compte financier en déséquilibre. Et puis, dernier cas de dépenses budgétaires, c'est le cas de dépenses obligatoires pour laquelle la Chambre intervient. Donc, dans cette mission, la Chambre émet des avis, comme pour le contrôle des comptes et de la gestion, on va dire les travaux sont tous rendus publics. Troisième mission on va dire qui s'inscrit un peu dans les deux premières, c'est la détection des infractions financières. Alors, ça a été toujours une compétence et une mission des chambres, comme de l'ensemble des juridictions financières, mais c'est une mission qui a pris un essor nouveau avec la refonte de la responsabilité des gestionnaires publics,
issu de l'ordonnance du 23 mars 2022. Et donc, depuis janvier 2023, il n'y a plus, on va dire, de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables jugés devant chaque chambre régionale des comptes. Il n'y a plus de responsabilité à part pour les élus qui pouvaient dépendre de la Cour de discipline budgétaire et financière dans des cas très particuliers. Désormais, tout est unifié dans un seul et même régime qui donne lieu à une instruction devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes. On y reviendra plus tard. Et puis le dernier point, qui est une mission nouvelle qui date de 2022, c'est l'évaluation des politiques publiques. Donc là, on est dans deux cas de figure différents. Les plus grandes collectivités de la région, c'est-à-dire la région, les 12 départements et la métropole de Bordeaux, peuvent nous demander, une fois par mandat, l'évaluation d'une politique publique ou l'évaluation des conséquences d'un investissement particulier. Et puis, on peut, sur notre propre initiative, aussi mener des évaluations. Depuis 2023, où on a fait la première, on n'en a eu qu'une seule par an. C'est quand même quelque chose qui nous prend du temps, qui est très intéressant, mais ce n'est pas le cœur de notre métier, qui reste le contrôle des comptes et de la gestion, et qui est celui qui est susceptible de vous concerner. Alors, pour vous redonner peut-être un certain nombre d'idées, ou vous donner un certain nombre d'idées, c'est d'abord la Chambre régionale des comptes, qui intervient donc sur les 12 départements de la région. Elle est susceptible de contrôler tous les organismes publics gérant des fonds publics locaux, puis un certain nombre d'établissements nationaux, mais aussi tout un tas d'organismes de droit privé qui soit reçoivent des fonds publics locaux, soit sont dans une situation particulière, qui soient par exemple délégataires de services publics, que ce soit des sociétés d'économie mixte, ou que ce soit des cliniques, puisqu'on contrôle aussi les hôpitaux. Donc, quand on regarde tout l'ensemble, ce sont 7600 organismes publics qui sont susceptibles d'être contrôlés par la Chambre, et on a identifié, sans qu'on soit complètement sûr que ça soit exhaustif, plus de 20 000 organismes de droit privé qui reçoivent des subventions, qui sont délégataires, etc. Donc, vous voyez que ça fait une masse considérable d'entités contrôlables. Comme je vous l'ai indiqué, on en fait une petite centaine, on va dire, une petite centaine par an. Donc, la probabilité que vous soyez contrôlé par la Chambre est relativement faible. C'est une image que j'utilise souvent, c'est un peu comme un gendarme au bord de la route. Quand vous prenez votre véhicule, vous avez une probabilité qui existe de vous faire contrôler par la gendarmerie. Elle est non nulle, mais elle est très faible. Voilà, c'est un peu pareil pour les contrôles des comptes et de la gestion avec la Chambre régionale des comptes, il faut le savoir. Alors, on essaye de contrôler tous les ans dans les 12 départements, et donc dans les Pyrénées-Atlantiques, qu'est-ce qu'on a comme entité? Alors, comme entité publique, parce que là, j'ai pas le détail malheureusement de toutes les entités privées, dans les Pyrénées-Atlantiques, il y a un peu moins de 1000 entités publiques contrôlables. Donc, il y a 547 communes et un peu plus de 380 établissements publics locaux, comme des syndicats, des CCAS, des CIAS, mais aussi des lycées, des collèges, etc.
Et puis, on n'a plus que 9 communautés à fiscalité propre, puisqu'avec la création de grandes communautés, et notamment au Pays Basque, avec la création de la communauté d'agglomération du Pays Basque, cette ligne a beaucoup diminué. Donc, ça représente sur les Pyrénées-Atlantiques quand même une masse budgétaire d'à peu près 3,8 milliards par an, avec les derniers chiffres que l'on avait, à rapporter à l'ensemble de la région, où on a l'ensemble du budget des entités publiques est de 40 milliards. Donc vous voyez que les Pyrénées-Atlantiques sont un département, est un département, pardon, qui pèse lourd en termes démographiques et financiers, et ça s'illustre dans ces chiffres. Alors, le contrôle des comptes et de la gestion, comment ça marche? Donc, comme je vous l'ai indiqué, ça porte sur la régularité, le contrôle, pardon, de la régularité des actes de gestion, la bonne comptabilisation des écritures, l'économie des moyens mis en œuvre et les résultats atteints par rapport aux objectifs tels qu'ils ont été fixés par l'Assemblée délibérante. Donc, si on s'intéresse à votre commune, qu'est-ce qu'on va regarder? Qu'est-ce qu'on est susceptible de regarder? Donc, on vous a mis ici une liste de thèmes, on va dire, qu'on regarde régulièrement, sans qu'ils soient complets nécessairement, même si on a quand même ici déjà pas mal de choses. Donc, évidemment, comme on est une juridiction financière, le point incontournable chez nous, c'est toujours de s'intéresser à la fiabilité des comptes et à la situation financière. Parce que sans compte fiable, c'est difficile de savoir où on va, indépendamment, on va dire, des indicateurs. Deuxième grand thème auquel on s'intéresse très souvent, pratiquement systématiquement, c'est la gouvernance. Alors la gouvernance, qu'est-ce que ça peut concerner? Ça peut concerner le fonctionnement des instances. Donc, est-ce que le conseil municipal se réunit, enfin, pour prendre le cas communal, est-ce que le conseil municipal se réunit correctement? Est-ce qu'il fonctionne correctement? Est-ce qu'on respecte bien les délégations qu'il a pu donner à son maire en début de mandat pour prendre des décisions en son nom? Est-ce que le maire rend bien compte au conseil municipal des décisions justement qu'il a prises dans le cadre de ces délégations? De la même façon, quelle délégation existe entre le maire et ses adjoints ou des conseillers délégués dans des plus grandes collectivités? Quelle est la qualité de l'information qui est délivrée au conseil municipal? Et on contrôle également, quand c'est le cas, si les règles de déontologie sont bien respectées. Donc ce sont souvent des contrôles assez formels, mais qui sont des contrôles essentiels, là aussi, comme pour les comptes, pour nous assurer que tout fonctionne bien. Et on va dire que ces deux premiers volets sont susceptibles de nous alimenter éventuellement ensuite des situations de contentieux. Alors ensuite, quand on fait un contrôle des comptes et de la gestion, on se donne des thèmes de contrôle. Et alors ces thèmes de contrôle peuvent être soit, on va dire, un peu transversaux. On va s'intéresser à la gestion des ressources humaines, aux procédures de commande publique, aux relations avec les tiers, que ce soit des délégataires de services publics, des associations, ou au contraire, on va prendre une approche thématique pour regarder quels sont les résultats obtenus pour une politique municipale. Donc, que ce soit des grands thèmes comme en matière de gestion de services publics, comme l'eau, l'assainissement, les déchets, comme la mise en place ou la mise en œuvre, pardon, de l'urbanisme, mais ça peut être autre chose. On a fait il y a quelques années
des contrôles en matière scolaire ou des choses de ce style. Comme je vous l'ai indiqué, c'est une liste non limitative et on peut s'intéresser à plein de choses. Dans tous les cas, le contrôle se déroule en plusieurs phases. C'est-à-dire qu'il y a une phase d'instruction qui se fait par écrit, qui donne lieu à des échanges aussi physiques avec l'équipe de contrôle. Et à la fin du temps d'instruction, il y a d'abord un retour qui est fait par l'équipe aux représentants de la collectivité contrôlée, puis le rapport va être délibéré collégialement. Il faut insister sur ce délibéré collégial, puisque c'est vraiment la collégialité des magistrats qui va arrêter un rapport d'observation provisoire qui peut être assez sensiblement différent dans son contenu ou sa tonalité de ce que l'équipe de contrôle aura proposé. Ce rapport d'observation provisoire sera la plupart du temps assorti de recommandations qui sont soit des rappels du droit quand on voit des règles qui sont peu ou mal appliquées, soit des recommandations de performance qui peuvent conduire à l'amélioration de la gestion publique. Et ce rapport d'observation provisoire vous est notifié pour être contredit. Vous pouvez y apporter une réponse, et cette réponse va être ensuite analysée par la Chambre, enfin par l'équipe de contrôle, et de nouveau soumise à un délibéré. Et vous aurez un dernier droit de réponse en tant qu'élu. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre d'un contrôle des comptes et de la gestion, toute personne, enfin, tout tiers qui serait cité ou reconnaissable est dans ce cas-là destinataire d'un extrait du rapport. Donc, par exemple, si on contrôle une commune et qu'on fait une remarque sur les relations avec la communauté de communes ou la communauté d'agglo à laquelle vous appartenez, eh bien, la communauté recevra, on va dire, un extrait de cette observation pour pouvoir faire connaître son point de vue. Si c'est quelque chose qui concerne la commande publique, on contredira avec le co-contractant. Voilà, donc les rappels des règles, comme je l'ai indiqué, hein, sont enfin, on vous a adressé normalement, ou ça vous sera adressé après, on a mis au point un mémento des principales recommandations qu'on formule, ou celles qui reviennent le plus souvent, et qui portent sur plusieurs. Alors, il y a 6 grands thèmes, je vais y revenir un tout petit peu plus loin, mais qui portent en gros sur la sécurisation des procédures de décision, sur la transparence des informations budgétaires et financières qui sont communiquées aux élus et citoyens, et puis sur les leviers de maîtrise de la dépense publique dans un contexte financier qu'on sait contraint au niveau national comme local. Alors, je vous ai pris un certain nombre d'exemples qui ne sont pas forcément représentatif de tout ce que fait la Chambre, mais on va dire que ce sont les derniers contrôles qui ont été rendus publics sur les Pyrénées, Atlantiques. Donc, vous voyez qu'on a là-dedans 2 communes, on a une société d'économie mixte, une polyclinique, un EHPAD, et puis 2 contrôles thématiques qui s'inscrivent dans un schéma d'ensemble qui portait soit sur le logement des travailleurs saisonniers, soit sur la gestion du trait de côte, évidemment, pour les communes du département qui sont situées au bord de la mer. Voilà, si vous avez la curiosité d'aller voir la liste des productions de la Chambre sur l'ensemble de l'année 2025, vous verrez que c'est encore plus varié que ces quelques cas qui ont été rendus publics
ces derniers mois sur les Pyrénées-Atlantiques. Donc, les 6 piliers de ce qu'on a appelé les 6 piliers de la gestion locale, qui sont, on va dire, les points sur lesquels on vous interrogera, quel que soit notre axe d'investigation. Ça portera toujours sur un premier pôle qui est la gouvernance et la transparence, pour prévenir les conflits d'intérêts, pour vérifier qu'il y ait bien des mesures de contrôle interne efficaces et une bonne information des citoyens. Et puis un deuxième volet qui porte sur la fiabilité des comptes et des leviers d'économie, pour avoir une sincérité et une prudence comptable, pour avoir une bonne maîtrise de la commande publique et un accroissement, on va dire, de la performance et un renforcement de la mutualisation. Donc, si on reprend l'ensemble des recommandations et rappels du droit formulés au cours des 4 années sur lesquelles on s'est arrêté ici, c'est-à-dire 2021-2024, il y en a un peu plus de la moitié qui ont porté sur le volet comptabilité et gouvernance. Il y en a à peu près 20% qui portent sur les ressources humaines, et puis un peu moins sur un thème de commande publique. Mais on va dire que ces 2 derniers volets sont davantage des volets sur lesquels il y a soit des enjeux d'économie potentielle pour vos budgets contraints, soit une thématique de régularité renforcée. Alors, autre volet sur lequel on est susceptible d'intervenir, c'est donc le contrôle budgétaire. Donc, on intervient en matière budgétaire un peu dans un rôle de pompier, puisque on va intervenir s'il y a défaillance, d'une façon ou d'une autre, du conseil municipal. Et dans ce cadre-là, on va intervenir pratiquement dans tous les cas à la demande du préfet. Donc, les règles d'intervention de la Chambre vont porter soit sur le non-respect de la date d'adoption et de transmission du budget ou du compte financier, et puis sur l'équilibre, la sincérité et l'équilibre réel du budget, ou le déséquilibre du compte financier. Et le dernier cas, c'est l'inscription suffisante de crédit pour permettre de payer des dépenses obligatoires. Alors la Chambre n'a que ce rôle de proposer l'inscription des dépenses. Le mandatement d'office des dépenses obligatoires, ça relève du préfet si jamais la commune se refusait à payer. Donc, dans ce cadre-là de contrôle budgétaire, la Chambre formule des avis qui, selon les cas, vont être repris directement par le préfet pour être réglés, pour régler, par exemple, le budget en cas d'absence de vote du budget. Mais en revanche, si c'est une dépense obligatoire ou un budget déséquilibré, là, on va avoir un aller-retour avec la collectivité puisqu'on propose une solution et la collectivité soit retient la solution qu'on lui propose, soit en propose une alternative. Alors, je vous ai pris l'exemple de 2 contrôles budgétaires qui ont eu lieu en 2025 sur le département des Pyrénées-Atlantiques, qui sont 2 cas différents.
Le premier, c'est sur la commune de Las, où la saisine préfectorale a porté sur le déséquilibre du budget 2025, puisque après reprise d'un déficit de financement d'un déficit de financement de l'investissement en 2024, le budget 2025 était déséquilibré. Donc la Chambre a rendu un premier avis pour corriger, on va dire, ce qui avait lieu d'être, intégrer des dépenses qui n'avaient pas été prises en compte, et puis proposer des économies qui n'étaient pas suffisantes, et donc procéder à une hausse de la fiscalité pour y arriver. La commune a pris en compte, on va dire, une part de ces propositions, et puis elle a bénéficié d'autres recettes qu'on ne pouvait pas connaître au moment où on s'est prononcé. Et donc, elle a adopté un budget modifié avec un équilibre différent. Alors, cela étant, la Chambre a quand même considéré que ce budget modifié comportait encore des points qui devaient être rectifiés. Notamment, il n'y avait pas de provision, il y avait des recettes qui étaient surévaluées. Et donc, la Chambre a proposé au préfet qui l'a suivi une augmentation de la fiscalité pour arriver à un budget équilibré, mais hausse de la fiscalité qui était beaucoup moins forte que dans le cadre du premier tour. Dans le deuxième cas que je vous ai mis ici à l'écran, là on est sur un budget non voté, et donc on est sur le syndicat mixte du Haut-Béarn, plus connu sous le nom d'institution patrimoniale du Haut-Béarn. Donc le conseil syndical en 2025 n'avait pas voté le budget, en constatant que finalement ils avaient, pour faire simple, un peu plus d'1 million de dépenses qui étaient prévues, enfin d'actions à réaliser, et en face, ils avaient de l'ordre de 800 000 euros de recettes. Donc, il y avait donc un écart de 200 000 euros, et chaque partie, ou chaque membre du syndicat refusant finalement d'assumer la hausse nécessaire des cotisations. Donc, le budget n'a pas été voté. Donc, le préfet a saisi la Chambre pour qu'on propose un budget. La Chambre a donc proposé un budget, ce qu'on fait dans ces cas-là, ce qu'on appelle un budget minimum. C'est-à-dire que nous, on ne se prononce pas sur de nouvelles actions à mettre en place. On assure simplement la continuité de celles qui ont déjà été engagées, et on permet le fonctionnement, on va dire, normal de la structure, mais pas d'engager de nouvelles actions. Et puis, on a proposé une augmentation des cotisations et participations pour tous les membres qui étaient de nature à régler cette situation. Et donc, le préfet a réglé le budget en reprenant les propositions de la Chambre. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les deux cas, en sortant de ces deux cas, mais dans tous les cas, quand la Chambre est saisie en procédure budgétaire, et ça c'est important pour une commune, enfin pour toute collectivité, la collectivité est dessaisie de son pouvoir budgétaire pendant ce temps-là. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas voter une décision modificative, par exemple, qui vous permettrait de rétablir l'équilibre. À partir du moment où le préfet a saisi la Chambre, le conseil municipal est dessaisi de son pouvoir budgétaire. Voilà pour la partie contrôle budgétaire. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, que ce soit dans le cadre du contrôle des comptes et de la gestion ou du budgétaire, on peut être amené à détecter des infractions financières. Je te passe peut-être la parole. Effectivement. Alors,
Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je suis actuellement procureure financière près la Chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine, placée sous l'autorité de la procureure générale près la Cour des comptes. Donc, l'objectif ici, c'est pas de vous faire peur à vous dire qu'on lance des contrôles uniquement pour trouver les infractions financières, parce que ce n'est pas l'objectif et parce que, comme le dit la procureure générale elle-même, ce n'est pas un contentieux de la rareté, ce n'est pas un contentieux de masse non plus, c'est juste un contentieux de l'exemplarité. Donc, pour reprendre ce que vous a expliqué M. Boutin tout à l'heure, et en repartant de l'article L211-3 du Code des juridictions financières, quand vous avez un contrôle des comptes et de la gestion qui est mené par la Chambre, l'objectif, c'est bien de s'assurer de la régularité des décisions qui sont prises sans aller sur le terrain de l'opportunité, tout en regardant un peu l'équilibre performance-gestion et ce qui est apporté au ce qu'on va appeler le bien commun. Le rôle du ministère public près la Chambre, c'est le premier, et c'est celui du parquet général aussi, c'est la mise en œuvre de l'action publique lorsqu'est détectée une infraction financière. Alors, quand est-ce que sont détectées les infractions financières? Dans le cadre des contrôles qui viennent de vous être présentés. Le premier, c'est dans le cadre des examens des comptes et de la gestion. Donc, tout au long de l'instruction, vous avez des collègues en équipe qui viennent vous voir, qui viennent vous poser des questions, qui font des constats et qui vous font part de ces constats au moment de l'entretien de clôture, une fois que l'instruction est terminée. C'est là où, pour vous, c'est vraiment la durée de l'instruction et ces échanges sont vraiment le moment de montrer ce que vous avez mis en œuvre, de montrer que c'est régulier, de produire toute pièce utile de façon à ce que le rapport et les observations du rapport soient fondées sur des pièces. Alors, et sur, plus largement sur on va dire ça, toute preuve effectivement écrite, toute bonne intention. Pourquoi? Parce que le rôle du ministère public, une fois que le rapport intermédiaire d'observation provisoire est déposé, alors celui-là, vous ne l'avez pas, c'est vraiment un document interne à la Chambre, c'est celui qui va être soumis à la formation délibérée, donc à la collégialité, mais la plupart du temps, on va voir dans la majorité des cas, il est transmis par soit communiqué au ministère public qui lui reprend les grands thèmes qui sont dans ce rapport intermédiaire d'observation provisoire et qui est là pour déjà un peu le rôle de contre-rapporteur, s'assurer également, parce que c'est le rôle aussi de la Chambre, la Chambre ne fait pas des rapports pour le plaisir de faire des rapports et c'est pas du journalisme non plus, pour s'assurer de la véracité des observations, du fait que ces observations sont fondées et que la règle qui est opposée ou qui est mise dans le rapport d'observation, ce soit la bonne et qu'il n'y ait pas de contresens côté Chambre non plus. Donc ça, c'est le premier rôle du ministère public. Le deuxième, c'est lors d'un examen des comptes et de la gestion, il y a certaines parties qui peuvent donner lieu effectivement, côté ministère public, à un premier signal d'alarme qui se dit, tiens, sur ce cas, par exemple, on prend un marché public ou on prend, le premier qui me vient, c'est un marché public, on se dit, tiens, il semble que ce ne soit pas nécessairement régulier la façon dont a été passé le marché. Est-ce qu'il y a eu respect des règles de concurrence, transparence, bon, tout ce que vous connaissez, transparence, égalité d'accès à la commande publique et autres. Et c'est là-dessus donc, que le ministère public peut proposer éventuellement, et si les constats le permettent, d'aller un peu plus loin dans la procédure, alors qui n'est pas une procédure pénale, et qui n'est pas une procédure administrative non plus, mais qui est bien la procédure de protection de ce qu'on appelle l'ordre public financier, c'est-à-dire les fonds publics, en particulier dans un contexte actuel de fonds publics contraints, voilà, on va dire, fonds publics contraints. Donc, une fois que le rapport intermédiaire d'observation provisoire est délibéré, après avoir entendu le ministère public en ses conclusions, il vous est transmis. Vous avez le rapport d'observation provisoire. Vous avez 1 mois pour apporter votre contradiction. Si vous n'aviez pas les pièces disponibles au moment de l'examen de gestion et au moment de l'instruction et des échanges avec l'équipe de contrôle, vous pouvez les produire sans souci à l'appui, puisque c'est bien l'objectif, c'est de respecter le principe de contradiction, et donc vous pouvez faire état de tout élément que vous ne connaissiez pas encore au moment de l'instruction ou dont vous n'aviez pas connaissance au moment de la clôture de l'instruction. Quand le rapport revient avec votre contradiction, avec des lettres, avec des pièces justificatives, il est de nouveau confié à l'équipe de contrôle qui, elle, va émettre un rapport
intermédiaire d'observation définitive. Donc, c'est la même chose. Ce rapport intermédiaire d'observation définitive, qui lui n'est pas rendu public, est à nouveau à destination de la collégialité. Et la collégialité décidera si oui ou non il faut donner suite à la contradiction qui a été apportée au rapport. Donc, c'est là où c'est important aussi, c'est dès lors que la Chambre vous invite, dès lors que la Chambre observe qu'il est possible qu'il y ait une irrégularité ou qu'elle constate qu'il y a une irrégularité, c'est le moment pour vous de dire bah non, il n'y en a pas, parce que nous avons la pièce, parce que j'ai le moyen de vous dire que ça pouvait peut-être être irrégulier au moment de l'instruction, mais que ça ne l'est plus au moment du rapport d'observation définitive, parce que sinon, derrière, peut s'enclencher, donc, les suites que vous avez sur la petite diapo. Donc, vous avez les suites non contentieuses, un rappel au droit, déjà le suivi de la mise en œuvre des recommandations aussi, c'est très important, puisque là, au fur et à mesure que la Chambre vient, tous les 5-6 ans à peu près, contrôler la commune et que les recommandations qu'elle a faites sont réitérées et ne sont pas mises en œuvre, ça devient une alerte pour la Chambre et pour le ministère public. Et vous avez également la possibilité pour le ministère public de produire des communications administratives à des tiers, donc préfets, comptables publics et autres, pour les alerter sur une possible irrégularité ou on va dire un dysfonctionnement. Vous avez également les suites contentieuses, les poursuites qui sont à l'opportunité du parquet judiciaire, parce que les chambres régionales des comptes peuvent, à l'occasion de leur contrôle, mettre à jour également des infractions, possibilité commission d'infraction pénale, qui, elle, sera transmise à l'autorité judiciaire du ressort, qui décidera ou pas, comme pour le parquet général près la Cour des comptes, de donner lieu ou de donner suite au dossier qui lui a été transmis. Et enfin, la dernière suite qui peut être donnée, mais ça c'est spécifique à la Chambre régionale des comptes et au siège, c'est un déféré. Donc le déféré arrive au ministère public qui liste les possibles infractions qui ont été commises. Et donc ce déféré est transmis par le ministère public près le parquet général, qui décide là pareil, opportunité des poursuites du parquet général, soit d'y donner suite, donc instruction contentieuse derrière par la chambre du contentieux et jugement à l'issue, soit de le classer, donc sans suite, soit de le classer avec communication ou rappel au droit par la procureure générale. Voilà. Donc, l'important, je ne suis pas là pour vous expliquer qu'on cherche absolument à détecter des infractions financières. L'important, c'est surtout de prévenir les infractions, parce que comme l'explique la procureure générale, la meilleure infraction, c'est celle qui ne se commet pas. Alors, au sein de votre commune, ce que vous pouvez faire, sont les informations, formation et contrôle interne. Alors, dit comme ça, effectivement, on peut se dire que c'est un peu déconnecté du réel. Non, ce n'est pas le cas. C'est vraiment tout bonnement de réfléchir sur le fait que lorsque vous mettez en œuvre ou lorsque vous prenez une décision, il y a des conséquences derrière et il faut simplement voir quelles sont ces conséquences. Donc, le contrôle interne, ce n'est pas nécessairement obligé de le formaliser non plus. C'est de bien vérifier que vos agents soient formés, ou en tout cas informés du fait que la décision qu'ils vont prendre, une attestation de service fait ou de pas, d'ailleurs, attester du service fait parce que vous estimez qu'il y a un problème, ça aussi, vous avez le droit de le faire. Ça a des conséquences derrière. Et ces conséquences derrière sont celles-là. C'est le mauvais emploi des fonds publics. Et c'est la justification au premier euro. Voilà. Public, premier euro public. N'hésitez pas non plus à solliciter vos interlocuteurs, tels que le service du contrôle de légalité, le comptable public ou les conseillers aux décideurs locaux, qui sont un maillon essentiel pour vous et un relais essentiel, notamment aussi pour les services de la préfecture. Ce sont des partenaires, voilà. Des partenaires locaux et puis des partenaires avec lesquels il est utile, voire essentiel de travailler. Et la Chambre régionale des comptes, comme je viens de vous l'exposer, un dialogue le dialogue lors du contrôle, et puis observation, recommandation et suivi. Ce n'est pas pour le plaisir de faire des observations, parce que généralement les délibérés sont longs et ce n'est pas simple, mais c'est vraiment pour vous amener à réfléchir et pour vous dire, attention, là on a détecté une possible irrégularité, mettez en œuvre tous les moyens pour qu'elle ne se commette pas. Sinon, on reviendra et ce ne sera pas la même procédure derrière. C'est ce que je viens de vous exposer. Maintenant, un petit zoom sur la responsabilité financière des gestionnaires publics, donc mise en œuvre par l'ordonnance du 23 mars 2022, sur des infractions un catalogue d'infractions assez restreint et donc une
construction jurisprudentielle depuis 3 ans maintenant, un peu plus de 3 ans. Donc, des infractions limitativement énumérées. Vous avez 10 cas d'infraction. Alors, la plus emblématique et celle qui n'a pas changé, c'est la fameuse gestion de fait, qui n'a pas la même prescription que les autres, puisque les autres infractions, c'est 5 ans. La gestion de fait, c'est toujours 10 ans. Et je pense que si je vous demande qu'est-ce qu'une gestion de fait, j'espère que vous saurez me répondre. Et ça, je vous réserve la réponse pour tout à l'heure, le jeu des questions-réponses. Il y a évidemment un caractère de gravité, ce que je vous ai expliqué aussi, l'exemplarité. Il faut quand même équilibrer la réponse à donner à l'irrégularité constatée, sachant qu'une irrégularité n'est pas nécessairement une infraction non plus. Donc, vous voyez, tout ceci est très subtil, mais fait que c'est clairement du droit, et le droit, c'est une matière vivante, et c'est une matière mouvante, et donc c'est en pleine construction. Vous avez, voilà ce que je vous ai dit. Les prescriptions, je vous en ai déjà parlé. Donc, les sanctions, ce sont des amendes plafonnées et modulées en fonction du caractère de gravité. Voilà. Il n'y a plus de remboursement des deniers publics, c'est une sanction. Voilà. Pour vous, justiciabilité limitée des maires, puisque la règle, c'est que vous n'êtes pas justiciable du régime de la responsabilité financière des gestionnaires publics, sauf, puisqu'il y a toujours une subtilité, si vous êtes dans une fonction qui n'est pas l'accessoire obligé de vos fonctions d'élu. C'est-à-dire que vous présidez une association qui n'a strictement rien à voir avec votre fonction de maire, par exemple. Donc là, vous pourrez être poursuivi. La gestion de fait, on vient d'en parler. L'inexécution des décisions de justice, c'est pareil. Une décision de justice, c'est l'autorité de la chose jugée. Si vous l'avez, il faut la mettre en œuvre, même si vous n'êtes pas nécessairement d'accord avec la décision rendue par le tribunal. Si, par exemple, je prends un exemple tout bête, hein, c'est en RH, si vous estimez qu'en RH, l'agent a fauté et qu'il est parti, qu'il n'a pas été licencié, si c'est un contractuel ou autre, et que pas malheureusement, d'ailleurs, je ne qualifie pas, et que le tribunal donne raison à l'agent, eh bien, vous êtes obligé de le réintégrer pour la courte période qu'on vous le demande, qui vous est demandée par le jugement, de lui payer ce que vous lui devez et de le faire repartir après. Alors, dit comme ça a l'air simple, mais il faut le faire, parce que si vous n'exécutez pas la décision de justice, derrière, ça a un coût, et derrière, nous, on revient aussi. Et le coût n'est pas le même. Donc, l'octroi d'un avantage injustifié par intérêt personnel et réquisition du comptable public, ça aussi, pour la Chambre régionale des comptes et le ministère public, les réquisitions du comptable sont un moyen d'alerte, pas neutre, effectivement, et qui donc, ici, donne lieu à, je dirais, c'est un éclairage tout à fait particulier de voir le nombre de réquisitions qui peuvent arriver de certaines communes ou de certains ordonnateurs vis-à-vis du comptable public. Et la plupart du temps, c'est assez localisé. Et là, ça devient pour nous un signal fort qui fera que la Chambre régionale des comptes ira forcément un jour contrôler le pourquoi du comment le comptable public refuse de payer et l'ordonnateur décide de passer outre. Ou des infractions, voilà, ça je vous en ai parlé aussi. Et donc, la suite, vous avez donc classement, rappel à la loi, chambre du contentieux. Donc, en première instance, c'est la chambre du contentieux qui est chargée du jugement. L'appel, c'est la cour d'appel financière composée à parité de magistrats de la Cour des comptes et de magistrats du Conseil d'État. Et la cassation, c'est toujours le Conseil d'État, comme dans le régime antérieur, avec la Cour de discipline budgétaire et financière. Donc là, vous avez la responsabilité des gestionnaires publics. Alors, je vais vous parler, moi, de la commune de Petit-Quevilly, justement, puisque j'étais dans l'audience, dans le public, au moment de l'audience. Et la responsabilité du maire a été engagée pour la gestion de fait d'un bien communal par une société dépourvue de contrat pour gérer le bien au nom de la commune. Donc, rapidement, ça a donné lieu avec, évidemment, concours d'avocats, hein, puisque la maire et la société dépourvue de contrat pour gérer le bien avaient également son avocat. Ça a été une audience qui a duré 3 heures pour vous expliquer qu'il n'y a pas... Enfin, tout le monde est écouté, tout le monde peut s'exposer, y compris les collègues de la Chambre du contentieux, le parquet général et les parties qui sont attraits devant la Chambre du contentieux. Et la commune de Petit-Quevilly, le jugement, c'est qu'il y a bien eu une gestion de fait. Voilà. Pas énorme, mais il y a eu une gestion de fait. L'Office de tourisme de Biarritz.
Donc là, engagement de la responsabilité du président de l'Office du tourisme et du directeur général pour avoir engagé des dépenses sans y être expressément habilité. Donc là, c'est pareil, il faut quand même veiller à être autorisé à engager la dépense, parce que si vous ne l'êtes pas et que vous engagez des fonds publics, bah, c'est pareil, vous êtes responsable. Ensuite, bon, la commune d'Ajaccio, je ne vais peut-être pas rentrer dans tout, facile pour, ne serait-ce que vous voyez, responsabilité du maire pour une exécution des décisions de justice dans la commune d'Ajaccio. Donc, ce n'est pas non plus une infraction qu'on pourrait penser assez anecdotique ou, comment est-ce qu'on peut, confidentielle, mais elle existe et elle est mise en œuvre. Suite à la suite, bon, il y en a d'autres. Oui, tu veux mettre. Non, donc, pardon, la première diapo, c'était des exemples de rares cas, on va dire, de mise en jeu de la responsabilité des élus. Ça reste des cas exceptionnels. Dans la majorité des cas, le contentieux porte sur d'autres personnes. Et donc, cette deuxième diapo, elle porte justement plutôt cette fois sur les responsables administratifs, qui soient internes à la collectivité ou avec le comptable public. Oui. C'est là où vous, en tant qu'ordonnateur, vous intervenez notamment pour quand même protéger vos équipes, parce que c'est le rôle aussi. Donc, vous voyez, typiquement, le département de l'Eure. Alors là, vous me direz, pour les protéger, c'est la prévention de l'infraction, l'information. Et typiquement, régler un mauvais créancier frauduleux une annuité d'emprunt de 800 000 euros, ce n'est pas rien. Et donc, la banque et le fraudeur ont été payés. Donc là, c'est bien dommage, parce que si vous faites 800 000 fois 2 tout de suite, le préjudice n'est pas le même. Et puis surtout, pour le créancier frauduleux, ben, c'est une perte sèche pour le département. Donc, c'est là où, en amont, il faut quand même, tout bonnement, quand on est dans une direction des finances, s'assurer que le RIB est le bon. Voilà. Alors, je vous dis ça parce que ça arrive aussi en RH. Au niveau de l'État, hein, de s'assurer que le RIB qui est fourni, c'est bien l'agent qu'on est chargé de payer, et c'est bien son RIB et c'est bien la bonne banque, parce que ça arrive aussi parfois, les substitutions de RIB, et puis là, c'est une perte sèche et c'est une responsabilité, c'est la responsabilité de la personne qui a signé, quoi, voilà. Donc, et là, les deux, vous avez le directeur financier et le comptable, c'est-à-dire qu'aucun ne s'est assuré à quelconque moment de la procédure que le paiement était ce qu'on appelle libératoire, c'est-à-dire qu'on avait payé le bon créancier. Voilà, donc ah oui, l'école des beaux-arts de Nantes-Saint-Nazaire, donc c'est le directeur de l'école qui a mis en paiement une prime dépourvue de fondement juridique et en l'absence de délibération. Ça aussi, en RH, il faut faire attention, puisque maintenant le régime, c'est l'IFSE, c'est la mise en œuvre de l'IFSE avec sa part indemnité de fonction et suggestion et d'expertise, avec une part variable dedans, qui est le complément indemnitaire annuel. Et hormis quelques subtilités, normalement, le seul régime indemnitaire qui survit aujourd'hui, c'est celui-là. IFSE avec la part variable CIA. La commune d'Aiguille, je ne sais pas comment se prononce. Guy, responsabilité du comptable, donc qui a payé des dépenses supérieures aux dispositions contractuelles pendant plusieurs mois. Donc là aussi, ça s'adresse au comptable public. C'est pareil, peut-être alerter en amont, comptable public, les dépenses ne sont pas celles qui sont conformes aux dispositions contractuelles. Ça évite d'aller aussi loin, parce qu'au-delà de l'engagement de la responsabilité, vous avez quand même une mauvaise manipulation, une mauvaise gestion des fonds publics en arrière-plan, en fait. Hein. Et le dernier, c'est la secrétaire de mairie dont l'oubli de déclaration d'assurance a fait perdre les indemnités dues à la commune. Donc là, c'est l'inverse, c'est une perte de recettes aussi. Parce que ça aussi, une perte de recettes, eh bien, c'est une mauvaise gestion des fonds publics. Voilà. Voilà. Nous, on en a terminé pour la partie présentation. Vous aurez la totalité de nos coordonnées si vous souhaitez nous recontacter par une voie ou une autre, notamment télématique. Donc,